La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue à l'Air du Temps et bienvenue à votre émission avec nous, Mamadou Thiam, qui est consultant en management et en communication, et aussi Abdou Diaw, journaliste spécialisé en économie. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, l'actualité a été très fournie. L'un des points forts de l'actualité, c'est le départ de Philippe Bonne d'Air Sénégal. Philippe Bonne est donc parti, remplacé par Ibrahima Kane, qui prend la direction de cette société. Ibrahima Kane, qui était le directeur du FONSIS. Depuis quelques jours, la compagnie semble être en zone de turbulence, retard des avions, et ensuite quelques soucis au niveau local avec les travailleurs, surtout les pilotes qui contestent le management de l'ex-directeur qui est parti, Philippe Bonne. Abdou Diaw, vous êtes spécialisé en économie. On a connu beaucoup d'expériences concernant l'aviation au Sénégal. Il y avait Air Sénégal International, toutes ces compagnies sont tombées en faillite. Est-ce que les signes que présente cette nouvelle compagnie sont rassurants ou inquiétants? Merci Alassane, bonjour tout le monde. Permettez-moi de souhaiter une bonne fête à toute la communauté chrétienne et aussi présenter toutes mes condoléances suite à la disparition du général Lamine Cissé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Air Sénégal quand même a traversé, la semaine passée a été très difficile pour cette compagnie, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des retards constatés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, des passagers qui se sont plaints aussi manque d'informations par rapport à ce retard, mais aussi une sortie au vitriol des pilotes qui aussi dénonçaient effectivement ce management auquel vous faites allusion. Il y a des expériences qui étaient là. Vous avez parlé de Air Sénégal International Asie, mais aussi de Sénégal Airlines. Et je pense que c'était un moment très difficile pour la compagnie, parce que avec le lancement de Air Sénégal et la création de Air Sénégal en 2016, on pensait que vraiment il y avait cette lueur d'espoir, parce que les expériences étaient là. Malheureusement, on n'avait pas quand même des résultats probants. Et avec la création de cette compagnie, de cette nouvelle compagnie en 2016, on s'est dit que finalement on a espoir et maintenant ça va effectivement décoller. Et malheureusement, ça ne décolle toujours pas, en dépit quand même, il faut le souligner, une forte implication de l'État à travers le chef de l'État qui a créé, surtout lancé la création à travers le capital. Donc avec capital de 40 milliards, donc le capital social, avec 23 milliards qui ont été libérés à travers la caisse de dépôt et de consignation. Et je pense que c'est des moments quand même très difficiles pour la compagnie, donc surtout avec bien sûr ce départ de Philippe Bonne. Et maintenant il y a quelqu'un qui le remplace. On a de l'espoir quand même avec Ibrahima Kane. En tout cas, il a de bonnes presses, vu par exemple son passage au FONSIS, mais aussi lorsqu'il était numéro 2 au niveau du FONSIS. Et j'espère que c'est un marché très concurrentiel et aujourd'hui, la compagnie a besoin de stabilité. Parce que pourquoi elle a besoin de stabilité? Parce qu'on on va vers par exemple une recapitalisation, c'est-à-dire lancer une partie par exemple du capital en faisant ce qu'on appelle des levées de fonds. Et maintenant cette levée de fonds, il faut impérativement qu'il y ait des garanties pour que les investisseurs puissent venir mettre de l'argent, injecter de l'argent. Et je pense qu'à partir de là, espérons que maintenant qu'on puisse retrouver quand même cette stabilité dans l'objectif, envie quand même d'attirer les investisseurs qui veulent effectivement entrer dans le capital de la compagnie Air Sénégal. Mamadou Thiam, beaucoup d'espoir fondé sur cette compagnie, plus d'une quarantaine de milliards de francs CFA décaissés par l'État du Sénégal, avec 23 milliards effectivement mis dans la besace, libérés. À moins de 2 ans, on met pratiquement en zone de turbulence. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui avaient alerté dès le départ en disant que les choix stratégiques qui ont été pris ne sont pas bons, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison sur cette histoire?
Bon, difficile de le dire, parce qu'il faudrait d'abord être au fait des vrais choix stratégiques dans leur profondeur, avec leurs indicateurs, leurs priorités, ce qui n'est pas mon cas. Toujours est-il que moi je me réjouis que le débat public porte sur ce genre de questions d'ordre économique, pour s'intéresser un peu sur l'importance de nos investissements, leurs priorités et leur efficacité. Et ça, je suis très heureux que ce débat porte sur ça. Pour moi, il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est au niveau supra, avec le volontarisme du chef de l'État, qui s'est engagé très fortement, qui a mis son image et sa personnalité au cœur de ce projet, pour aboutir justement à un démarrage très rapide, avec quand même globalement la plupart des indicateurs dont nous avons connaissance. Ces indicateurs-là, globalement, ont été atteints. Par exemple, le trajet, la sous-région est desservie. Le Sénégal, certaines régions de l'intérieur du pays sont desservies, et surtout la liaison phare Dakar-Paris-Dakar est desservie. Donc globalement, il y a un certain nombre d'indicateurs. Quand on les mesure de manière rationnelle, logique, on peut quand même avoir espoir. On peut quand même avoir un espoir. Maintenant, il y a, disons, l'ambiance globale. Il faut distinguer ce volontarisme d'en haut avec des résultats probants de l'ambiance globale. Préciser, c'est lui-même, le chef de l'État, qui a choisi le directeur d'Air Sénégal. Tout à fait. Donc sa responsabilité est engagée dans ce choix. Tout à fait. Mais vous savez, Alassane, quand une entreprise de cette dimension-là, avec de fortes implications au niveau international, en termes de réseau, en termes de savoir-faire, bon, dans la logique peut-être du chef de l'État, c'était dans la phase de lancement, de mixer des compétences purement locales avec des compétences reconnues quand même au niveau international. Après, le type de management instauré par la personne choisie ne relève pas du chef de l'État. Il appartenait justement aux personnes choisies par le président de la République de gagner sa confiance en mettant en œuvre concrètement ce qu'il attendait d'eux. Mais au-delà de cela, lorsque l'État fait un check, il fait un constat, il mesure, il évalue, il apprécie. C'est sur cette base justement que certainement des mesures de correction ont été apportées, avec notamment une décision forte consistant à mettre un jeune cadre sénégalais, et je rejoins un peu mon ami Diaw lorsqu'il rappelle que nous sommes dans une phase très importante parce qu'il faudrait ouvrir le capital. Et peut-être c'est cela aussi qui explique même le choix du profil. Parce que quand on prend quelqu'un, un ingénieur qui a géré le FONSIS, dont la vocation est de trouver des fonds d'investissement, de les faire fructifier, etc., en termes de partenariat, bon, écoutez, je pense que le casting me semble bon. Pour le reste, il faut attendre de voir les résultats, mais je pense que cette première page, elle est fermée. Nous allons vers une autre page, nous allons suivre, nous allons évaluer et nous allons apprécier sur la base des résultats. Mais le choix de Philippe Bonne avait été déjà décrié par certains pilotes, par certains connaisseurs du monde de l'aviation, en disant que ce n'était pas le bon profil pour eux, même si le choix de chef d'État a été fait sur sa personne. Et quand il est venu à commencer à diriger la compagnie, il y a eu des bisbilles, il y a eu des confrontations avec certains pilotes. Aujourd'hui, Bonne ne part pas, il reste dans le management de l'entreprise, dans le conseil d'administration. Merci Alassane. Je voulais même tout au début souligner un fait. Est-ce que c'était un limogeage ou bien même une démission? Parce que là aussi, jusque-là, on n'est pas encore on n'a pas encore précisé réellement ce qu'il en était. Parce que dans le communiqué, en tout cas moi, le communiqué que j'ai reçu pour l'exploitation, on n'a pas précisé, on n'a pas nulle part, on n'a pas mis par exemple, il a été limogé ou bien il a été démis de ses fonctions. Il a appris, exactement. Parce que c'est différent. Si vous êtes limogé, il y a des indemnités, il y a des obligations, c'est-à-dire que l'entreprise doit vous payer. Et maintenant, si vous avez pris l'initiative de démissionner, et dans ce cas, vous partez sans, par exemple, donc des indemnités. Et là, malgré le fait qu'il soit, le fait qu'il n'est plus directeur, général, il reste entre guillemets, ce qu'on a dit dans le communiqué, encore une fois, je cite, un administrateur indépendant. Autrement dit, il reste dans le giron, donc pour ce qui est de la gestion. En plus,
va piloter, donc pour ce qui est de la desserte de la ligne, par exemple, Dakar-New York. Donc là aussi, je pense qu'il a toujours une main, il a toujours un droit de regard sur le fonctionnement, donc pour ce qui est du management. Maintenant, est-ce que, par exemple, le nouveau directeur, par exemple, aura cette... Les mains libres. Exactement, les mains libres, aura cette liberté de pouvoir manager comme il le pense. Parce que aussi, je pense qu'il faut qu'on évite de faire, par exemple, cette... vous ne pouvez pas mélanger les gens, je vous dis, parce qu'il y a la direction générale, il y a le top, parce que le top management joue un rôle extrêmement important, parce qu'il pilote toute une équipe, c'est tout un écosystème qu'il faudra gérer. Et par exemple, voir un pilote, excusez, comme Chersek qui quitte les Émirats pour venir, j'ai eu la chance de l'interviewer en disant, il me dit, la seule ambition que j'ai, c'est de faire revenir les autres pilotes qui sont dans les compagnies les plus prestigieuses au monde. Et il y avait cette volonté quand même, le 31 janvier, lorsqu'on faisait la réception du premier, du nouvel avion, donc à 330, il avait exprimé cette ambition. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter une bonne chance effectivement à Ibrahima Kane, de lui donner quand même toutes les chances pour qu'il puisse réussir cette mission, parce qu'on en a besoin. Vu toutes les expériences, encore une fois, Asie, Air Sénégal International, Sénégal Airlines, aujourd'hui quand même, on a besoin de figurer dans le peloton quand même des compagnies à l'image de Ethiopian, à l'image de Kenya Airways, à l'image de Sky ou bien d'autres compagnies, Air Ivoire, donc pour quand même que le Sénégal puisse exploiter davantage son ciel pour ce qui est de les compagnies aériennes. Mamadou Thiam, l'ex-ministre du transport aérien Maïmouna Ndoye Seck disait que justement Air Sénégal, c'est l'expérience de toutes les autres compagnies qui ont été faites pour mettre en place, pour éviter de faire les mêmes erreurs qui ont été faites par Asie et Sénégal Airlines. On a vu que dans un premier temps avec Sénégal Airlines, il y avait un Italien qui a été choisi, qui c'était Banjali, qui a pratiquement coulé la société après avoir mis en place un management local. Est-ce que réellement on a tiré les conséquences des échecs de ces compagnies de Air Afrique? Parce que dans la presse, on a vu que certains membres de Air Sénégal aujourd'hui bénéficient gratuitement de certains billets, peuvent faire voyager leur famille, et tous ces privilèges-là, est-ce que ce n'est pas encore des choses qui peuvent plomber la société? Que chaque Sénégalais doit payer son billet? Tout à fait. Bon, mais je pense que quand même le contexte politique a changé. Aujourd'hui, les Sénégalais... Est-ce que le management a changé? Les Sénégalais globalement ont changé. Ils sont plus exigeants. Les journalistes ont plus de facilité d'avoir accès à l'information. Parce que, ah oui, parce que si au bout de quelques mois... Là, on ne sait pas si Philippe Bon a été limogé. Si au bout de quelques mois, vous avez des informations détaillées sur ce qu'on pourrait reprocher aux uns et aux autres, ça contribue justement à alimenter l'opinion publique, et cela contribue aussi à faire prendre aux décideurs publics des décisions d'amélioration. C'est ça en fait. Mais est-ce qu'ils ont tiré les conséquences de ces échecs? On a même je pense. Moi j'aimerais bien, Alassane, ce qui peut-être pourrait me déranger un peu, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Non du tout, il faut alerter. Il faut alerter. C'est l'argent du contribuable. Et je pense que l'État a entendu. Au plus haut niveau, les alertes ont été entendues. Il y a une mesure d'amélioration qui a été prise avec une réorganisation, disons, du management de l'entreprise. Et je pense que nous avons suffisamment de compétences et d'identité remarquables, locales, nationales, au sein de cette organisation, pour quand même, et qui sont des patriotes, que ce soit le nouveau DG, que ce soit le président du conseil d'administration, qui est un homme d'État donc accompli. Même si Philippe Bon reste dans le conseil d'administration, il n'est qu'un acteur, il n'est plus un décideur principal. Je pense que sous ce rapport, il nous faut savoir, peut-être raison garder, faire focus sur les priorités de notre compagnie et ne pas oublier une dimension essentielle. Rappelez-vous, Alassane, lorsque cette compagnie a été lancée, il y a eu des alertes de tentatives de sabotage du système informatique, de réservation des billets. Parce que cette compagnie, quand elle est venue, mais elle a pris la place aussi d'autres compagnies, pour ne pas nommer. Donc il y a aussi des enjeux concurrentiels entre cette compagnie nationale et d'autres intérêts, même étrangers.
Lorsque l'avion a un retard, ça je pense que c'est au niveau purement interne, c'est une question de management, de gestion de l'information. Mais les retards d'avion sont récurrents partout, dans tous les aéroports du monde. Maintenant, comment ces informations sont gérées? Comment ces informations peuvent être amplifiées des fois par le biais de mécanismes qu'on ignore pour servir peut-être d'autres intérêts? Donc c'est pourquoi nous, en tant que Sénégalais, il est important d'alerter. Il est important de mettre l'accent sur la nécessité de prendre en compte ces exigences de performance, mais il est aussi essentiel de savoir raison garder, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour ne pas contribuer malgré nous à hypothéquer les chances de cette compagnie. Parce que l'image de marque, la notoriété, la perception sont essentielles pour la survie dans la durée de ce type de compagnie. Peut-être je disais que, en fait, vous savez, ce qui s'est passé, par exemple, le 14 avril passé à l'aéroport, pour ce qui est du retard qui a été noté, si par exemple la compagnie avait assez d'avions, on n'allait pas sentir ces manquements. Parce que aussitôt on va remplacer l'avion par un autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ça se passe, disons, c'est la règle, les retards de vol, les parts, etc. récurrentes, disons, c'est un peu la règle dans les Maintenant, s'il y avait un autre avion disponible, bon, les passagers peuvent même pas ne pas se rendre compte effectivement qu'il y ait eu une panne au niveau de l'avion, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur cet aspect très important, c'est la stabilité de la compagnie. La stabilité de la compagnie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on veut ouvrir le capital, vous savez, les investisseurs sont très frileux en matière de climat des affaires, en matière de sécurité, en matière de sûreté pour leurs affaires. Si aujourd'hui on compte ouvrir à 30% le capital du Sénégal, l'exemple que je voulais évoquer tout au début, c'est lorsque, par exemple, si Air Sénégal était coté en bourse, si elle était cotée en bourse, on a appris qu'on a chargé de directeur général. Par exemple, le cours des actions va chuter. Parce que c'était comme si vous vous rappelez l'attaque de l'équipe Dortmund, par exemple. Aussitôt après l'attaque, les cours des actions ont drastiquement chuté. Et donc là, c'est encore une fois, il faut qu'on crée les conditions favorables pour pouvoir faire venir les investisseurs. Et en faisant venir les investisseurs, on partage les risques. En partageant les risques, dans ce cas, autrement dit, si par exemple ça marche bien, bon, tout le monde va gagner. Maintenant, s'il y a par exemple si ça ne décolle pas, s'il y a des problèmes, des difficultés concernant le démarrage, les investisseurs, chacun effectivement aura donc ça part pour ce qui est du partage des risques. Donc je pense qu'on est dans une phase de transition, comme dans le communiqué indiqué. On fait appel maintenant aux cadres nationaux, aux cadres sénégalais. Et je pense que c'est une phase très difficile parce que ça demande une certaine stabilité pour pouvoir encourager, pour pouvoir aussi donner envie à ceux qui veulent investir, à ceux qui veulent mettre de l'argent dans le capital de Air Sénégal, de pouvoir venir, mais aussi avec beaucoup de garanties et avec des assurances. Et avec Ibrahima Kane, bon, espérons quand même que le challenge puisse être réussi. Mais justement, Thiam, quelles sont les mesures que doit prendre Ibrahima Kane très rapidement pour restaurer la confiance? Bon, écoutez, Alassane, je ne veux pas paraître prétentieux. Pas prétentieux, oui, indication. Oui, bon, parce que prendre des mesures dans le management, il y a des préalables. Il faut d'abord, pour moi, le préalable qui peut s'appliquer à tout type d'organisation en termes de méthodologie. Obligatoirement, il doit procéder à un état des lieux. Il doit procéder à un état des lieux sous forme de diagnostic combiné, donc à des audits. Bon, l'avantage du diagnostic, c'est qu'il part juste de l'état des lieux, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Alors que l'audit a une dimension davantage portée vers l'efficacité. Parce que l'audit ne va pas juste s'arrêter à qu'est-ce qui existe, l'audit va partir du référentiel. Quel était le référentiel? Il y avait un document de développement stratégique avec des indicateurs, avec des objectifs très clairs qui ont été définis. Il va falloir donc mesurer par rapport au moment où on est, qu'est-ce qu'on a réalisé concrètement. Est-ce que les objectifs à mi-parcours ont été atteints? Est-ce qu'il y a des écarts positifs ou négatifs? Et sur cette base maintenant, faire une sorte de track et comprendre pourquoi il y a des écarts. Et aller jusqu'au dysfonctionnement, aux causes premières justifiant ces écarts-là. Et au sortir de cet audit, il peut disposer d'un plan d'action, en fait, de mise sous maîtrise un peu de l'organisation. Mais
Ça, c'est l'aspect purement technique et méthodologique. Il faut intégrer une dimension, je pense, et peut-être c'est ça la faiblesse de Philippe Bonne, et là je parle en tant que manager. Dans une organisation, il est important d'intégrer ce qu'on appelle le facteur humain. C'est-à-dire de créer les conditions pour qu'il y ait un management inclusif qui permette l'épanouissement et l'intégration active de toutes les ressources et de toutes les compétences, qui contribue justement à partager la vision et les objectifs, qui limite le sentiment de mise à l'écart, qui favoriserait justement ce climat délétère de dénonciation. Avoir une forte coalition en interne pour pouvoir gérer le changement, le construire, le consolider. Je crois qu'il y aura beaucoup aussi justement à intégrer cette dimension humaine avec des identités remarquables aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a de fortes têtes, il y a des identités remarquables. Comment manager tout cela? Donc la dimension humaine, je pense, sera un considérant essentiel dans la réussite de ce manager-là. C'est un ingénieur, c'est un polytechnicien, il est rompu aux finances, mais il sera important, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas ses capacités sur ce plan-là, mais il serait essentiel justement qu'il s'arrête sur cet aspect-là, qu'il puisse rassurer, qu'il puisse communiquer en interne, qu'il puisse intégrer la complexité des parties prenantes du projet. Parce que dans un projet, il y a des parties prenantes. Chaque partie prenante a ses spécificités, a ses particularités, a ses attentes, qu'il puisse gérer tout cela de la manière la plus rationnelle, mais tout en créant les conditions pour la satisfaction des différentes parties intéressées. Ce qu'on appelle en management qualité notamment la satisfaction des différentes parties intéressées. Parce qu'il y a l'opinion publique, il y a l'État, il y a les investisseurs, il y a les actionnaires, il y a les cadres. Chaque entité a des attentes particulières, qu'ils puissent les identifier, les comprendre et conduire justement une approche qui permettra de satisfaire. Mais je pense pour ce qui est des audits, parce qu'il faut planifier, il y a des actions à court terme qu'il faudra mener très rapidement. Très rapidement. Donc, justement, comment rassurer ces Sénégalais qui avaient décidé de prendre désormais Air Sénégal, de voyager, parce que c'est une fierté pour les Sénégalais que de voyager dans leur propre compagnie. Parce qu'en mettant ton argent dans la compagnie sénégalaise, tu mets ça dans ton pays. Ah, bien sûr, bien sûr. Et là, je pense qu'il y avait un homme politique, disons l'ancien Premier ministre, qui lançait un appel, effectivement, qui est vraiment un appel qui a été bien accueilli aussi, concernant qui demandait à ce que quand même les Sénégalais puissent voyager avec. Et aussi, c'était ce que disait aussi la ministre, donc Maïmouna, elle demandait à ce que maintenant les Sénégalais puissent voyager effectivement, parce que c'est de l'argent qui va... Les fonctionnaires sénégalais, les hommes d'affaires. Tout à fait. Et maintenant, bon, est-ce que les actions à court terme, c'est restaurer cette confiance, c'est donner un peu de... rétablir cette image positive, effectivement, de la compagnie. Maintenant, pour ce qui est des audits, donc là, disons presque, c'est à long terme, parce qu'il faudra impérativement disposer de toutes les informations. Est-ce qu'il aura accès à toutes ces informations financières, les modes de recrutement aussi, et donc il faut le souligner, les modes de recrutement, mais aussi le plan d'action qui a été, par exemple, prévu pour ce qui est en créant, par exemple, cette compagnie. Et je pense qu'il y a des actions urgentes à prendre, donc à mener pour le moment, c'est restaurer cette confiance vis-à-vis des Sénégalais. Parce que les dernières informations qui ont été données par la presse disant que Philippe Bonne avait pratiquement refusé de communiquer les chiffres de location des avions qu'il avait pris à la CDC, qui était l'un des actionnaires majoritaires de la société. Ok, bon, là aussi, j'ai découvert comme vous hier en disant qu'on n'a pas donné les bons chiffres. Et là, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure, il faut que le nouveau DG puisse avoir accès aux informations, aux bonnes informations aussi, pour qu'il puisse effectivement fasse des décisions, prenne des décisions concernant la suite. Qu'il fasse du fast track. Fast track, ok. Donc, bon, fast track, je pense que c'est en mode non, accélérer la cadence, c'est, disons, le mode accélérer. C'est notre façon de dire accélérer la cadence. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'accorder, donc donner cette opportunité, donc cette chance au nouveau DG, donc pour quand même réussir sa mission, une mission qui quand même, il faut le signer, extrêmement difficile, parce que si par exemple on avait le premier DG était sénégalais, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on allait dire? Le premier DG était sénégalais. Ah bon, les Sénégalais ne connaissent rien, ils ne peuvent pas gérer, etc. Mais on a démarré par un expatrié, par un Français. Est-ce que vous avez compris? Et je pense que le pays regorge énormément de
compétences, d'expertise capable aujourd'hui de porter les rênes effectivement de la compagnie. Le problème, oui, le Sénégal peut regorger de très bonnes expertises. Mais est-ce que la rigueur dans la gestion aussi est là? Parce que c'est le problème aussi au Sénégal. Il peut y avoir les meilleurs managers au Sénégal qui sont dans les plus grandes écoles, mais vous les confiez des sociétés, ils sont désastreux. Tout à fait d'accord. Ça aussi, c'est un problème qui est posé sur la table. Si on reste dans le secteur, ok, regardez par exemple le premier directeur général de PDG de Air Afrique, Cheikh Boubacar Fall. Il a dirigé cette compagnie de 61 à 73, mais en tout cas les résultats en tout cas sont salutaires donc pendant son règne. Et aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas trouver quand même aussi cette même expertise qui est capable aussi de gérer cette compagnie, la rigueur, etc. Là aussi, je pense que on doit revoir les modes de recrutement. Est-ce qu'il ne faut pas faire des appels à candidature? Pourquoi pas lancer un appel à candidature avec tous les critères qui vont, autrement dit, les expériences vont compter, parce qu'on ne sait pas, par exemple, le directeur général, comment il a été recruté, l'actuel DG, comment il a été recruté. Ok, donc, est-ce qu'il y a des appels à candidature? Et lorsqu'on recrutait le personnel, il y avait des appels à candidature dans tous les journaux. Ils ont fait des insertions publicitaires pour recruter les commerciaux, pour recruter, par exemple, ceux qui sont chargés, par exemple, de la comptabilité, etc. Je pense qu'on doit faire la même chose. Donc là, c'est un appel à candidature, faire des tests pour voir un peu, comme vous l'avez dit, cette qualité de rigueur qui pourra être effectivement captée pour ce qui est des qualités du bon management. On a souvent parlé de personnel sénégalais bien formé, de ressources humaines de qualité. Mais l'expérience a montré, pas seulement dans l'aviation, qu'on a pris les Sénégalais pensant que c'était les meilleurs en termes de gestion. Mais quand on le confie de société après, c'est les premiers prédateurs. Bon, il y en a plein. Bon, je dis, il y en a peut-être, mais il y a aussi de l'autre côté des réussites, oui, bien sûr. Des réussites, des Sénégalais qui font preuve de compétence, de réussite. Donc, bon, c'est mitigé. Le rapport avec le temps, le rapport avec la rigueur, le travail. C'est mitigé. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'aller de l'avant, toujours. De s'inscrire toujours dans une logique d'amélioration et de ne pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain, de savoir relativiser, de relativiser. Il y a peut-être des expériences couronnées ou bien suivies d'échecs, mais il y a aussi des expériences positives. Bien sûr. Voilà. Il y a aussi des bébés qu'il faut aussi peut-être donner des bonbons pour qu'ils soient très propres. C'est ce que les gens veulent pour ce pays-là. Le deuxième point de notre débat, c'est la commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place sur les fameux 94 milliards qui ont, pendant cette campagne-là, secoué le l'environnement politique, économique et même peut-être social du pays. M. Chersek a été porté à la tête de cette commission, le député Chersek. Le rapport doit être rendu le 15 août prochain. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'opposition ne fait pas partie de cette commission qui a été mise en place parce qu'elle n'est pas présente à l'Assemblée nationale. Est-ce que déjà c'est un gage de problème ou bien d'échec? Bon, cette commission, je pense que certes, le bureau a été mis en place donc sans effectivement à l'insu, disons, de l'opposition. On parle de postes vacants pour le moment, donc de vice-président qui revenait effectivement à l'opposition. Est-ce que une commission, un bureau, par exemple, sans la présence des non-inscrits ou bien des opposants, ok, est-ce que cette commission reste crédible? Ou bien on se pose aussi la question, est-ce que, par exemple, le fait que l'opposition ne soit pas représentée, par exemple, c'est un facteur bloquant qui peut bloquer effectivement le fonctionnement des travaux de la commission. Et je pense que c'est le moment quand même de tirer cette affaire au clair. Et l'opposition avait l'obligation, à mon avis, puisque c'est l'argent, si c'est le cas, si c'est l'argent, c'est les ressources du pays, avait l'obligation quand même de pouvoir figurer dans cette commission pour pouvoir démarrer le terrain. Parce que le 15 août, c'est demain, 4 mois, 5 mois. Maintenant, pour ce qui est parce que Sonko déjà, Ousmane Sonko, il ne va pas répondre à il est favorable, ok, donc pour ce qui est du parquet.
n'est-ce pas? Mais je pense que la première étape, c'est bien sûr que la commission puisse faire son travail. Et maintenant, s'il y a nécessité d'aller jusqu'au parquet, il faut le faire. Il faut ouvrir une information judiciaire. Et je pense que, essayons de voir ce que la commission va nous présenter d'ici le 15 août. En plus, je voulais insister sur un point. Comme l'a dit le directeur, le directeur dans l'interview qu'il avait accordée effectivement au journal L'Observateur, c'est toute une chaîne qui est concernée. Et je pense que cela va aussi de la crédibilité de cette commission, qu'on prenne tout le temps nécessaire d'écouter tous les maillons figurant donc dans cette chaîne, toutes les parties prenantes, pour ne pas faire ce qu'on appelle un règlement de compte, que la commission, que les travaux uniquement se limitent uniquement à une seule personne. Je pense que tous ceux qui sont concernés donc dans cette affaire doivent effectivement impérativement être entendus pour que la vérité puisse jaillir au bénéfice, au grand bénéfice de la population. Mais aussi, c'est de l'argent, hein, si c'est le cas quand même. 94 milliards, c'est souvent une ligne budgétaire même de 2 ministères ou bien de 3 ministères. Oui, mais mon terme de commission d'enquête parlementaire, on a connu dans ce pays, avec des résultats peu probants. D'ailleurs, qui ne donnent jamais de résultats, des commissions qui meurent d'elles-mêmes. Est-ce que cette commission d'enquête parlementaire n'est pas, comme disait l'autre, la meilleure manière d'enterrer ce dossier? Nous allons voir, nous allons constater. Moi, j'aime bien être factuel. C'est vrai que l'historique des commissions, quand on fait l'historique de ces commissions, certains peuvent trouver là une raison pour être dubitatif. Mais moi, sur le principe, je pense que notre système démocratique, quel que soit Alpha, gagne toujours à ce qu'on ait des instances de délibération qui prennent en charge des questions d'opinion publique et liées aussi à la gestion des deniers publics. C'est toujours un bonus pour moi, pour notre démocratie, pour notre espace public, pour notre opinion publique, que des acteurs institutionnels s'emparent de débats importants qui ont trouvé une forte répercussion au niveau de l'opinion et qu'ils puissent justement mettre en place un processus le plus transparent possible pour pouvoir éclairer la lanterne des Sénégalais. C'est tout bénéf pour moi. Maintenant, c'est vrai, on va les juger sur les actes. Ils ont déjà planifié, ils ont retenu une date butoir, c'est déjà très bien, on aura déjà un premier critère d'évaluation, d'appréciation déjà de l'efficacité dans le fonctionnement. Pour le reste, l'information qu'on a reçue, c'est qu'effectivement, l'opposition, encore moins, donc les non-inscrits ne sont pas représentés. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu être représentés ou pas? Toujours est-il qu'il peut être salutaire de noter, il est important de noter quand même, l'état d'ouverture d'esprit de la majorité qui a réservé quand même le poste de vice-président au cas où, justement, l'opposition parlementaire voudrait y siéger. Alors, je termine peut-être pour mettre l'accent sur la contrainte principale. La contrainte principale, c'est que quand vous allez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui régit notamment l'article 48, qui régit un peu les commissions d'enquête, il n'y a pas un peu de mode opératoire. Mode opératoire, par exemple, si un député ou si un responsable refuse de déférer auprès de cette commission, quelles sont les mesures qui peuvent être prises concrètement? Ça, j'ai parcouru le règlement intérieur, je ne l'ai pas vu. Ce qui pose un peu la problématique, effectivement, de l'attitude de Ousmane Sonko, qui a clairement dit qu'il ne déférerait pas à la convocation de cette commission. Alors, en termes donc de crédibilité, ça peut saper aussi le résultat, parce que c'est un acteur donc essentiel, c'est un acteur clé de cette problématique-là, de ce débat autour d'un éventuel scandale sur les 94 milliards. Ne pas pouvoir entendre Sonko va forcément minorer, ou en tout cas limiter la portée. Il n'y aura pas suffisamment de contradictions. Maintenant, quid de l'attitude de Sonko, en tant que député du peuple, et non pas seulement homme politique, est-ce qu'il n'a pas aussi l'obligation, ou à défaut d'être une obligation légale, réglementaire, est-ce que M. Sonko n'a pas l'obligation morale et éthique quand même d'aller répondre à ses collègues députés, ne serait-ce que par respect, de pouvoir les entendre, de pouvoir les écouter et de pouvoir apporter aussi les informations nécessaires et de pouvoir se confronter aussi avec les personnes qu'il accuse.
Il a donné comme argument, le député Ousmane Sonko, d'avoir porté plainte devant le parquet. Et que le parquet jusqu'à présent n'a pas ouvert d'enquête. Certains se demandent, est-ce que la voix du parquet est plus, comment on appelle ça, plus que judicieuse que celle de la commission d'enquête parlementaire pour l'éclatement de la vérité. Même si au niveau du parquet, Ousmane Sonko a porté plainte contre X. Il n'a pas nommé M. Mamour Fall, M. Mamour Diallo dans sa plainte. C'est dans ces débats politiques qu'il parle de Mamour Diallo, mais dans la plainte, il n'y a pas de nom de Mamour Diallo. Est-ce que aussi tout ça, c'est pas un jeu qui est là, qui embrouille les gens par rapport à ce qui doit être fait? Moi, je pense que c'est deux choses différentes. Hein. C'est deux choses différentes. Comme il a dit tout à l'heure, par exemple, tiens, vous êtes un député, ne serait-ce que même, en fait, ce respect vis-à-vis de vos collègues. Et en plus, s'il est très sûr de ce qu'il avance, il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à les répondre. Donc, donner ses arguments. Je pense que vraiment, bon, disons, s'il est très sûr s'il a présent tous les arguments nécessaires, mais il n'a qu'à faire face à cette commission, apporter toute la documentation, ou bien parce qu'il a été à la direction générale des impôts et domaines. S'il a toutes les informations, s'il a toutes les preuves, il n'a qu'à présenter devant la commission. Mais pourquoi le parquet aussi n'a pas ouvert d'enquête? Bon, puisqu'il a déjà déposé, il a fait une plainte, il n'a pas encore de suite concernant ce dossier. Et je pense que c'est deux choses différentes. Il peut parallèlement, il peut aller par exemple répondre à la commission, et maintenant peut-être le parquet est en train de faire son travail de recherche pour donner la suite donc à cette affaire. Je pense que il a intérêt quand même à aller répondre à la commission, parce que même s'il a cité énormément à travers la campagne, etc. Bon, je pense que ce qui est, à mon avis, ce qu'il doit faire, ou bien c'est d'aller répondre, mais aussi donner répondre à donner ne serait-ce que du respect vis-à-vis de ses collègues députés. Mais s'il a les arguments quand même très sûrs de lui, il n'a qu'à aller donner la suite devant la commission parlementaire. Le dernier point de notre débat, c'est cette invite à la rationalisation du train de vie de l'État. Le chef de l'État a parlé de voitures administratives qu'il faut réglementer, l'eau, l'électricité qu'il faut revoir au niveau de la consommation du gouvernement. Les gens donnent un exemple très simple. Vous allez au cours de l'université Cheikh Anta Diop Dakar au campus social, des hectolitres d'eau sont gaspillés tous les jours, l'électricité est à volonté. On n'a pas vu des mesures prises déjà dans ce service de l'État pour rationaliser déjà l'argent qui est gaspillé pendant des années et des années. Ciao. Est-ce que sur le fast-track dont on parle, au fond, ce n'est qu'un slogan? Bon, je pense pas. Je pense que le fast-track, effectivement, pour être réellement efficace, il doit être corrélé avec une approche qualité globale. Je me rappelle un cas assez particulier que mon prof en analyse fonctionnelle nous avait rapporté. Il nous disait que quand il a terminé ses études, il n'avait pas pu avoir d'emploi. Alors, il a eu une approche très innovante. Il est allé voir de grosses entreprises. Il leur a dit, je vous propose de faire votre diagnostic, votre consommation d'eau, votre consommation d'électricité. Je mets en place des mesures d'amélioration. Et au bout d'1 an, vous allez me payer 50% sur la différence entre... Sur l'économie. Oui, voilà, votre moyenne de facture donc, annuelle par rapport à la moyenne de facture donc N+1. Et les gens, bon, ils étaient contents. Ils disent, bon, nous n'avons rien à perdre. Et c'est comme ça qu'il a gagné beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Il est important, donc, de mener des réformes profondes sous le mode, donc, kaikaku, réformes brutales, pour changer, pour réorganiser les choses, pour pouvoir aller très vite. Mais il est important aussi d'implémenter une approche qualité au niveau de toute l'administration pour optimiser les ressources qu'on a. Parce que si on laisse de l'eau couler, parce qu'on n'a pas juste voulu dépenser 10 000 francs ou 15 000 francs pour changer justement un petit accessoire dans la salle de bain ou dans les toilettes, et que cela consomme des dizaines et des dizaines de milliers de francs, il faut que les gens soient conscientisés sur ce niveau, mais il faut aussi que les gens soient formés. Que dans notre administration, en fait au niveau de tous les échelons, qu'ils soient sensibilisés à ça, sur les normes qualité, sur la nécessité d'avoir des mesures préventives, sur un peu la chasse aux coûts de non-qualité, et comment tout cela peut nous permettre justement de disposer de ressources donc bonnes additionnelles
pour pouvoir faire face aux vrais défis du développement. Oui. Okay. Est-ce que l'État du Sénégal sait combien de véhicules il achète par an? Et ça coûte combien à contribuable pour l'administration? Je ne pense pas. J'avoue que je ne connais pas. Donc, pour ce qui est du nombre de véhicules, ni le montant dépensé, parce que je pense que c'est la DMT qui est direction du matériel transit, donc qui est une direction du ministère des Finances qui se charge effectivement de tout ce qui est matériel appartenant à l'État. Autre exemple, au Soleil, il y a un garage, une fourrière pour un garage de l'État, au gare de véhicules de l'État du Sénégal. Est-ce que l'État du Sénégal sait combien de véhicules sont garés là-bas et surtout quel est le suivi qui est fait de tout cela? Parce qu'on a remarqué que beaucoup de mécaniciens viennent s'approvisionner en pièces détachées avec les véhicules d'administration sans aucun contrôle. Bon, encore une fois, j'ignore que aussi le nombre de véhicules sur cette affaire concernant est-ce que l'État a un aperçu, est-ce que l'État a un contrôle, donc des moyens logistiques qui sont dans ces différents services ou bien dans ces différentes directions. Je pense que il y avait un décret, c'est le décret numéro 2008-695 du 30 juin 2008 qui régit l'utilisation, l'attribution des moyens des véhicules de l'État donc aux agents. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les véhicules administratifs, les véhicules de fonction ou bien les véhicules de service. Les véhicules de fonction, maintenant ici, on va rationaliser comment? Parce que c'est l'appel que le chef de l'État avait lancé à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on puisse revoir les modes d'attribution de ces véhicules. Parce que les week-ends, le samedi et le dimanche, tu vois une voiture, par exemple, AD. Il peut avoir par exemple des laissés-passer, mais je pense que le fait que l'État puisse appeler par exemple à ce qu'on rationalise, c'est un intérêt pour lui, parce que c'est des marges budgétaires qu'on va engranger. Autrement dit, si on fonctionne dans le budget de fonctionnement, là ça peut être un avantage pour avoir une capacité d'investissement, c'est-à-dire augmenter les budgets d'investissement. Et maintenant, si on augmente le budget d'investissement, c'est-à-dire la dépense publique, on peut, ce qui a été retenu dans le fonctionnement peut être reversé dans les programmes, dans les programmes ou dans les projets. Et je pense que ça permet quand même aux caisses de l'État de pouvoir respirer, donc pour ce qui est mieux aussi équilibré, d'avoir un équilibre budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de la facturation pour ce qui est de la téléphonie. En 2015, avec l'ADIE, l'État a pu par exemple faire un bénéfice de 10 milliards, c'est-à-dire la facture était de 22 milliards en 2015. Et maintenant, on a pu avoir avec les mécanismes qui ont été mis en place par l'ADIE, la facture est passée de 22 milliards par exemple à 14 milliards, soit quand même une marge de 10 milliards quand même. Et là, je pense que c'est salutaire. Si on continue donc avec cette volonté dans les autres secteurs, que ce soit l'eau, que ce soit l'assainissement ou bien l'électricité, je pense que ça permet quand même aux caisses de l'État de pouvoir respirer, en plus de pouvoir faire des impôts. Parce que dans le budget, il y a deux parties essentielles, deux postes de dépenses. Ce qu'on a les dépenses de fonctionnement, tout ce qui va, les salaires, les carburants, etc., mais aussi les dépenses d'investissement. Et je pense que c'est les dépenses d'investissement qui puissent effectivement réanimer ou bien impulser l'activité économique. C'est la construction des infrastructures, que ce soit des infrastructures sociales de base ou bien des infrastructures aussi, qui puissent effectivement porter cette dynamique de croissance qui est déclinée dans le plan Sénégal émergent. Oui, l'opposition doute beaucoup de cette rationalisation de l'État avec l'annonce de diminuer le carburant, de rationaliser les véhicules administratifs. D'ailleurs, l'un des opposants, Abdoul Mbaye, a dit que le chef de l'État devait commencer à ne pas faire campagne avec les véhicules de l'État. Bon, écoutez, c'est vrai, il y a un débat qui se pose, mais pour moi, il est très important d'abord de comprendre la volonté du chef de l'État de mener certaines réformes. Régulièrement, à chaque fois, je dis que le chef de l'État, il a foncièrement un style de management donc innovant par la rupture. Mais une rupture, c'est quelque chose de nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau, c'est du changement. Certains ne vont pas y croire, d'autres sont surpris. Mais prenons l'exemple d'une première rupture par l'innovation introduite par le président de la République, notamment le PUDC. C'est une rupture dans le management des projets et programmes. Il y a eu beaucoup de polémiques en son temps.
il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup d'acteurs étaient dubitatifs sur l'opportunité, la portée, etc. Mais aujourd'hui, quelques années après, quand on fait le constat, on se rend compte quand même que le PUDC nous a permis d'aller vite et d'aller bien. Mais il y avait le PNUD aussi qui fait... Le PNUD qui pilotait. Oui, c'est ça l'innovation. Écoutez, c'est ça l'innovation. Le PNUD finance des projets et des programmes. Mais l'innovation ici, c'était que c'était notre État. Au lieu de demander au PNUD de l'argent, c'est l'État du Sénégal qui confiait une cagnotte au PNUD et qui lui demandait de se suffire à lui. C'est pas là le problème de l'administration qui n'arrive pas aujourd'hui à tout à fait changement, qu'on soit obligé de prendre des projets de l'État, de confier ça au PNUD. Mais tout à fait, c'est un marqueur. Cela veut dire quoi? Si le PNUD a pu mener dans un temps record un certain nombre de programmes avec succès, mais cela veut dire quelque part que pas seulement notre administration, mais notre système administratif globalement, est-ce qu'il est adapté à notre urgence? Parce que la différence fondamentale, c'est que le PNUD va appliquer ses propres procédures maison, qui sont très rigoureuses, mais qui sont moins lourdes que nos procédures de passation des marchés. C'est ça qui a permis au PNUD réformer en profondeur l'administration, sa façon de travailler, avant peut-être de demander à aller aussi vite. Est-ce qu'il faut des préalables d'abord? Oui, il a touché un point très intéressant, c'est les marchés publics, le code des marchés. Oui, parce que le chef de l'État aussi l'avait dit, c'est-à-dire les marchés sont compliqués. Pourquoi? Parce qu'on demande la célérité, mais aussi la transparence. Autrement dit, il faut accélérer, il faut qu'on absorbe le crédit, etc. Mais il faut aller vite et être transparent en même temps. Exactement. C'est contre. Comment concilier la rapidité et la transparence? C'est pourquoi le code fait l'objet de beaucoup de réaménagements, de certains articles. Et souvent, quand c'est très rapide, c'est moins transparent. C'est moins transparent. Parce que l'argument qui est donné, c'est parce que oui, il faut aller vite et puis faire des conditions. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a le code de 2011, on a appelé maintenant le dernier code qui est en cours, c'est le code de février 2014. Et éventuellement, après, ça pourra même faire l'objet de réaménagement. Et je pense que on revient au débat concernant Air Sénégal, par exemple. L'expertise pour PNUD, c'est bien l'expertise internationale, mais aussi l'expertise nationale. Je pense aussi on a assez de personnes, on a assez de ressources aussi capables de mettre en œuvre ces genres de projets. Parce qu'en termes de... les pays viennent, comme de temps en temps, vous le rappelez dans votre émission, c'est-à-dire les Burkinabés viennent, ce qu'on a jeté, et puis on a créé la roue, ils font rouler la roue. Donc je pense que aujourd'hui, célérité et transparence, donc qu'est-ce qui est à l'origine de l'éclatement du ministère de l'économie et des finances? Bon, c'est un grand ministère très lourd, etc. Il y avait les lourdes administratives. Et maintenant, est-ce qu'en faisant l'éclatement, on va alléger, on aura une certaine célérité? Pourquoi le poste de la primature, pourquoi le poste de Premier ministre peut-être va être supprimé? Est-ce que c'est pour répondre un peu, mettre en cette valeur, mettre la valeur, le fast track, etc. Maintenant, si tout se retrouve autour du président de la République, ça ne devient pas plus difficile alors? Parce que maintenant, chacun va directement accéder au président de la République. Je n'ai aucun interlocuteur, aucun intermédiaire, je veux parler au président de la République et ça devient plus difficile. Je pense que aujourd'hui, certes célérité, mais aussi dans la transparence. Oui, parce que la question que beaucoup se posent, Cham, pourquoi dans d'autres pays, les gens conduisent des réformes de façon rapide et efficace et dans la transparence, qu'au Sénégal, on a du mal à concilier la transparence, la rapidité dans les actions. Surtout le suivi aussi des actions et des résultats. Oui, c'est très important, mais je voudrais peut-être revenir sur l'exemple que je donnais sur le PUDC. Moi, je donnais l'exemple du PUDC en termes de réformes réussies, mais qui pourtant au début avait suscité beaucoup de polémiques. Le PUDC a des procédures transparentes, mais il a des procédures plus allégées que notre code des marchés publics. L'exemple le plus clair, regardez, le marché de concession de l'eau. Le code des marchés publics prévoit multi recours jusqu'à la Cour suprême. Ce qui n'est pas prévu dans les procédures PNUD. Au PNUD, on lance l'appel, on fait la sélection, on fait le choix, vous pouvez faire un recours gracieux, mais ça s'arrête à ça. Mais de recours en recours jusqu'à la Cour suprême, on respecte la loi, certes, on est transparent, mais à quel prix? Je pense qu'il est essentiel de réformer nos textes
en ayant à l'esprit effectivement ces deux critères, la transparence d'une part, mais l'efficacité. L'autre réforme aussi que le président a portée, qui a suscité beaucoup de polémiques, c'est la suppression du poste de Premier ministre. Mais Alassane, on est dans un pays où, qu'on le veuille ou pas, chaque citoyen qui a un problème va s'adresser au président. Moi, en tant que conseiller spécial du président, on ne va pas accentuer cette demande vers le président. Le premier de Djidakhar va demander à part de tout. Mais tant mieux. S'occuper de tout ça. Est-ce qu'il n'est pas important aussi que le président se dise, puisque de toute façon, tout revient à moi, ne vaut-il pas mieux que tout part de moi? Et connaissant son rythme, connaissant son efficacité, connaissant sa rigueur, je pense que ça, sur ce point-là, moi, je suis très rassuré. Et il y a une dimension essentielle. Laquelle? Alassane, nous allons dans un environnement qui va totalement changer, avec de nouveaux produits, avec de nouvelles ressources, avec de nouveaux enjeux. Il faudrait donc que notre État, que notre administration puisse se réinventer. Il faudrait que l'on procède à une sorte de réingénierie. Et c'est ça que le chef de l'État est en train de faire, une forme de réingénierie qui va réorganiser notre État, notre administration, pour qu'il puisse nous permettre de faire face aux défis différents et criards qui s'offrent à nous dans les prochaines années. Donc, est-ce qu'on peut faire de réingénierie dans un pays où il n'y a pas une réforme profonde de l'administration? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui conduisent les changements, ce sont ceux qui sont à des échelons beaucoup moindres, qui peuvent conduire ce changement-là. Les gens disent que c'est vrai qu'au Sénégal, on a des ressources humaines de qualité, mais de moins en moins avec la crise de l'école, de l'université, on a des fonctionnaires moins performants. Moi, je pense que toute réforme est difficile. Toute réforme est difficile. Et je pense que la réforme ne se décrète pas. C'est tout un process, c'est tout un processus qu'il faudra adopter. Et en plus, elle doit prendre, en fait, le point de départ. Non, pas l'élitisme, mais les dirigeants. Le lambda. J'aime pas trop souvent citer cet exemple, le Rwanda, etc. Et bon, j'étais là, il y avait Paul Kagame, Africa, il disait par exemple, vraiment ce qui freine c'est la mentalité, le changement de mentalité. La réforme, elle est trop élitiste. Bon, la réforme c'est dans les ministères, dans les agents, etc. Mais ce qui est plus important, c'est la personne. Elle est redevable vis-à-vis de l'État. Est-ce qu'elle vient à l'heure? Est-ce que, par exemple, il diligente les dossiers qui sont sur sa table à temps? Ou bien est-ce que, par exemple, il donne les dossiers, ou bien il traite les sujets, il traite les dossiers sans pour autant, en contrepartie, rien attendre. Je pense que, comme je l'ai dit, la réforme, c'est un processus qu'il faudra adopter. Maintenant, espérons qu'avec ce fast track là, encore une fois, le chef d'État l'avait lancé à Paris. Je pense bien, c'était devant le deuxième jour du groupe consultatif de Paris devant les investisseurs. Dit que si un investisseur qui veut vraiment venir au Sénégal, de grâce qu'il n'y ait pas des difficultés, des obstacles, des lourdeurs administratives, etc. Donc la réforme, maintenant, certains sont réfractaires aux réformes. Là, il faut le souligner quand même. Certains sont réfractaires, ils restent donc classiques, ils restent iconoclastes pour ce qui est de la réforme. Maintenant, espérons que cette nouvelle ère puisse... s'il ne peut pas demander des enveloppes pour faire bouger les dossiers, on sera toujours dans cette difficulté de fast track. Merci infiniment à mes invités qui étaient avec moi. Je remercie Abdou Diaw, journaliste spécialisé en économie, et Mamadou Thiam, consultant en communication spécialisé en management. À la technique, il y avait Aliou Diassé. Aux caméras, il y a Mafal, Célé Diallo, et Digital Alassane Tall. Merci d'avoir été avec nous sur l'Air du Temps. Cette émission sera rediffusée à partir de 15h10 sur la 90.3. Merci, au revoir. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3.